Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue au 20h30. Voici la une de votre journal ce soir. Combat commun, espoir commun, convergence de vues. La France et le Cameroun partagent le même idéal de paix et de respect. Le chef de l'État recevait en audience l'ambassadeur de France au Cameroun. Paul Biya a également reçu l'ambassadeur de Corée arrivé en fin de séjour. Tests précoces et massifs pour une prise en charge efficace des malades de Covid-19. Le dispositif du Palais des Sports illustre l'engagement et la soif des Camerounais d'en savoir plus sur leur statut. Nous y marquerons un arrêt avec nos reporters. Menaces sur l'environnement, quelles solutions, quelles actions? Ce 5 juin, tandis que les questions environnementales retiennent l'attention mondiale, le 20h30 explore les initiatives du gouvernement pour faire face aux multiples menaces qui pèsent sur la biodiversité. Voilà pour les titres du journal, les détails c'est tout de suite. Madame, Monsieur, bonsoir une fois de plus. Merci de nous recevoir chez vous. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre. Important ballet diplomatique ce 5 juin 2020 au Palais de l'Unité, où le président de la République, Paul Biya, a tour à tour reçu leurs excellences Christophe Guilou, ambassadeur de France au Cameroun, et Ryu Bok Riol, ambassadeur de Corée dans notre pays. Avec l'un et l'autre diplomate, le président Biya a évoqué diverses questions d'ordre bilatéral et celles liées à l'actualité. Voici le reportage au Palais de l'Unité, Yves-Marc Medjo. Le dernier séjour de l'ambassadeur de France dans notre pays, au Palais de l'Unité, remonte au 16 avril dernier. Ce vendredi 5 juin 2020, son Excellence Christophe Guilou est venu à nouveau à la rencontre du président de la République Paul Biya pour discuter des questions d'ordre bilatéral et d'autres liées à l'actualité, à l'instar de celles relatives au sommet Afrique-France prévu initialement pour s'ouvrir ce jour même à Bordeaux. Le sommet France-Afrique ou Afrique-France devait se tenir précisément aujourd'hui. Jeudi, vendredi, samedi, avec bien entendu la participation du président Paul Biya. Et donc tout ça est reporté. On ne connaît pas encore les détails, ni de la date, ni des circonstances dans lesquelles se tiendra ce sommet. On imagine qu'il y aura une thématique différente. En tout cas, il sera adapté à la lutte, en tout cas aux besoins de lutte contre le Covid-19, mais on n'en sait pas plus, ni sur le lieu, ni sur la date. En près de 120 minutes d'échange, le président Biya et le diplomate français auront pratiquement fait le tour des préoccupations communes entre diplomatie, politique intérieure, économie et santé. Nous avons parlé de la relation bilatérale entre la France et le Cameroun. Nous avons abordé un certain nombre de sujets qui concernent cette relation. Nous avons longuement parlé et échangé sur les stratégies, à la fois au Cameroun et en France, en matière de lutte contre le Covid-19. Et nous avons parlé également droits de l'homme, puisque je lui ai fait part de l'émotion qui était la nôtre, à la suite du décès, de la disparition, de la mort du journaliste Samuel Ouazizi. Nous en avons beaucoup parlé et le président m'a donc dit qu'il allait lancer une enquête pour connaître toutes les causes et les circonstances du décès de votre collègue. Voilà, et nous avons parlé d'un certain nombre d'autres sujets, à la fois nord-ouest et sud-ouest, les efforts qui sont menés par le Cameroun, par le président et par un peu tous pour essayer de ramener la paix, les besoins de reconstruction, les implications des uns et des autres pour pacifier la région. Au sortir de ces entretiens, un engagement renouvelé des deux parties à faire route pour affermir davantage l'axe stratégique Yaoundé-Paris, marqué ces derniers temps par des contacts réguliers. Dans un véritable chassé-croisé, l'ambassadeur de la République française va quitter le palais présidentiel au moment où est annoncé son Excellence Ryu Bok Riol, ambassadeur de Corée dans notre pays. Son Excellence Madame Bok Riol Ryu, ambassadeur de la République de Corée.
Bonjour, Excellence. Merci. Très attachée au Cameroun, qu'elle dit porter en haute estime, son Excellence Bok Riol, aujourd'hui arrivée en fin d'émission, se sera employée pendant les 2 années passées dans notre pays à donner une vigueur toute particulière à la relation entre Yaoundé et Séoul, avec un accent particulier sur la formation du capital humain et la santé. Et c'est fort de ces acquis que Madame l'ambassadeur de Corée va quitter le palais de l'Unité et bientôt le Cameroun. Parlons de la lutte contre le Covid-19. Le protocole de soins administrés aux malades de Covid-19 sera amélioré, tout comme les capacités opérationnelles des districts de santé. C'est là, entre autres, des recommandations du Premier ministre à l'issue de la réunion interministérielle d'évaluation tenue hier concernant la prise en charge des malades du Covid-19 au Cameroun. Retour sur ces importantes mesures avec Laurentine Bokono. La mise en œuvre de la stratégie gouvernementale de lutte contre le coronavirus monte d'un cran. La riposte de proximité prend une nouvelle dimension tant dans les régions que dans la capitale Yaoundé. Pour la première fois, un gouverneur de région, à l'occurrence celui de la région du centre, Nasseri Paul Beya, a été invité à prendre la parole au sein de cette instance gouvernementale. Les districts de santé ont été ravitaillés en kits de dépistage dans le cadre de la décentralisation de la prise en charge des patients. Cette formation sanitaire privée ont manifesté leur disposition à accompagner le gouvernement dans la prise en charge des malades. À Douala, le centre spécialisé de traitement des malades du Covid-19 de Yassa est opérationnel depuis le 2 juin dernier. À Yaoundé, la capitale, le dispositif de riposte se renforce et se densifie. 6 centres supplémentaires de prélèvement ont été ouverts. Orca, un autre centre spécialisé de traitement à Yaoundé, accueille ses premiers patients dans les tout prochains jours. Le conseil scientifique est également actif. Il a permis d'améliorer le protocole de soins désormais administré aux malades. Recommandation du Premier ministre chef du gouvernement Joseph Dion Ngouté devant ce déploiement tous azimuts du dispositif de riposte. Finaliser la mise en service des centres spécialisés de traitement des malades du Covid-19 dans toutes les régions et intensifier la campagne de dépistage en cours. C'est dans cet environnement de sécurité sanitaire que l'on a pu constater l'effectivité de la reprise des cours dans les différents ordres d'enseignement. Le Premier ministre prescrit à ce niveau la mise en place d'un dispositif sanitaire de veille en liaison avec le ministère de la Santé publique. Ce dispositif doit préciser au chef d'établissement le protocole à suivre face à un cas suspect de Covid-19. Chaque jour qui passe, le gouvernement fait preuve d'imagination et d'ingéniosité, comme recommandé par le chef de l'État dans son dernier message à la nation. L'objectif est de freiner l'évolution de la pandémie, de réduire le taux de mortalité au coronavirus qui est aujourd'hui de 2,9% et d'augmenter davantage le taux de guérison actuellement porté à plus de 4500 personnes. Contre le coronavirus, la lutte continue et s'intensifie. Dans l'enseignement supérieur, le BTS, brevet de technicien supérieur, et le HND, Higher National Diploma, s'arriment désormais au système LMD. Les chefs des centres d'examen nationaux étaient réunis ce vendredi à Yaoundé. Ils se sont penchés sur la révision du régime général de l'organisation de ces examens relevant de l'enseignement supérieur. Sadou Mamoudou nous en dit plus. La grogne des candidats malheureux de la session 2019 des HND et BTS suite à l'arrivage au système LMD, licence, master, doctorat, ne doit plus se reproduire. Pour cela, le ministre de tutelle remet la balle au centre, précise la règle du jeu et fait asseoir toutes les parties. Nous avons pris le temps de faire le point dans chaque centre d'examen pour informer les uns et les autres, pour accélérer la communication par rapport à ces nouveaux paradigmes. Plus qu'un arbitrage vidéo, le système LMD siffle la fin de l'évaluation arithmétique et consacre l'approche des crédits. Cette année, en 2020, tous les examens nationaux, c'est-à-dire
le brevet de technicien supérieur qu'il avait déjà fait l'année passée, mais également le Higher National Diploma vont basculer dans ce système de crédit. Conformément à la réorganisation du calendrier annuel des examens, crise sanitaire actuelle oblige, les épreuves pratiques du BTS HND, entre autres, sont prévues du 29 juin au 4 juillet 2020, pendant que la phase écrite du BTS se déroulera du 20 au 25 juillet et celle du HND du 27 juillet au 1er août prochain. Très attendue, la mise en œuvre des révisions du régime général de l'organisation des examens nationaux organisés par le MINSUP. Article 1. Je vous le disais dans les titres du journal, le dépistage de masse est effectif et le site de prélèvement du Palais des Sports de Yaoundé a accueilli ce vendredi plus de 200 personnes. Preuve d'un engagement sans cesse croissant des Camerounais conscients des dangers d'une pandémie meurtrière. L'ambiance au Palais des Sports de Yaoundé, c'est dans ce reportage de Évariste Yenga. L'anxiété se lit sur les visages. Le silence règne sous les chapiteaux. Chacun attend son numéro d'ordre pour se faire prélever. Mais déjà, un début de soulagement psychologique du fait d'avoir accès au test. Pour nous, ça a été une joie. On remercie d'ailleurs la hiérarchie du ministère des Finances. Nous avons également profité de l'occasion pour connaître notre situation au regard du Covid-19. Il s'agit des personnels du ministère des Finances. C'est à eux le tour, ce vendredi, sur ce site du Palais des Sports ouvert aux administrations et aussi aux communautés, de lundi à samedi entre 8h et 15h. Ces administrations, il a été demandé de désigner des points focaux avec lesquels nous sommes en contact pour pouvoir établir le chronogramme en fonction de l'effectif de la cible à traiter. Le personnel médical, il y en a 80, venus du district de santé de la Cité Verte, de la délégation régionale du centre et du centre des opérations des urgences. Ils travaillent sur 17 postes d'investigation et de prélèvement et 2 postes de laboratoire. Pour chaque patient, l'opération dure 15 minutes et le résultat est disponible 72 heures plus tard. Le patient est informé par voie de SMS de son résultat. Dès qu'il a eu son SMS, il peut se rendre sur le site pour pouvoir récupérer son résultat. Il faut montrer patte blanche pour des raisons de discipline. Environ 200 personnes se font tester par jour. Pour d'éventuels cas sévères, l'ambulancier de service est en attente. Et dans la riposte anti-Covid de cette bonne nouvelle, la Banque africaine de développement appuie les pays de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale à hauteur de 6 milliards de francs CFA. Le don de l'institution financière africaine vise principalement à renforcer le dispositif de lutte contre la maladie dans les 6 pays de la CEMAC. Marie-Laurence Cinquet nous en présente la clé de répartition et les enjeux. L'appui financier de la Banque africaine de développement pour la lutte contre la maladie dans la sous-région s'élève à 6 milliards 371 millions de francs CFA. Le conseil d'administration a rendu sa décision d'accord le 2 juin dernier. Il s'agit d'un don puisé dans le Fonds africain de développement qui vise une réponse régionale efficace à travers le renforcement de la logistique sanitaire et l'optimisation de la gouvernance de la riposte par le biais d'une meilleure coordination régionale. Pour ce qui est du renforcement de la logistique sanitaire, le programme prévoit notamment la fourniture d'équipements de protection aux agents de santé, la mise à disposition de kits sanitaires et de kits de tests, un soutien à la résilience des systèmes de santé des populations au Tchad et en République centrafricaine est également inclus dans le programme. Concernant la gouvernance, l'Organisation de coordination pour la lutte contre les endémies en Afrique centrale, OCEAC, mettra en œuvre les activités en collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé en qualité d'agence d'exécution. La propagation de la maladie se poursuit dans la sous-région, marquée par l'atteinte du niveau de contamination communautaire dans certains pays membres. Les statistiques de la commission de la CEMAC indiquent qu'au 2 juin 2020, la sous-région comptabilisait 13 177 patients infectés et recensés, 322 décès et 5 419 guéris. Parlons à présent de la résilience au travail. Malgré la menace du Covid-19, le travail de la terre continue. Cas pratique, le projet de développement agricole du soja et du maïs Anganha dans la région Château d'eau du Cameroun. Allons retrouver dans les sillons des champs de maïs et de soja Daniel Belinga Nguene de CRTV Adamawa.
Il est exactement 7 heures au carrefour Borongo de Dang où le car transportant les employés pour les champs de la Soporikam prend son départ. Après 30 minutes de route, c'est l'arrivée. La bonne senteur des plantations nous accueille. Mais il faut tout d'abord, pour chaque travailleur, se laver les mains. Puis une séance de débriefing pour être calée sur la tâche du jour. Au quotidien, nous nous attelons à faire en sorte que les objectifs liés à la production et à l'autosatisfaction nationale en denrées telles que le maïs et le soja puissent être atteints. Sur une superficie de 2000 hectares, employant plus de 20 personnes permanentes, le pourcentage est fort éloquent. Plus de 98% sont de la région de la Damawa. Le travail de la terre dans cet arrondissement a, à cet effet, sorti certains Camerounais de la précarité, tel est le cas de Baba Amadou, le mécanicien de la société. J'ai beaucoup réalisé pour moi et ma famille. Avec le peu de salaire qu'on me donne, j'ai construit ma maison et me marié. Avec les exploits de ce vaste champ qui a mis en lumière le petit village de Awa dans l'arrondissement de Ngaha, on comprend aisément les propos du chef de l'État lorsqu'il affirmait que la terre ne trompe pas. La terre ne trompe jamais. Dans sa activité ce jour à l'Assemblée nationale, le premier vice-président de la Chambre, Hilarion Eton, a procédé au nom du président Kavaye Dibril à la visite des locaux qui abriteront dès mardi prochain les travaux de la deuxième session ordinaire de l'année législative en cours au Palais des Congrès de Yaoundé. Peu avant, Hilarion Eton procédait à la remise d'attestations au personnel de la Chambre au terme de 10 jours de séminaire de renforcement de capacité. Il a également présidé au cabinet du chef de Chambre une cérémonie de remise de dons par une délégation chinoise. Voici le compte rendu de toutes ces activités avec Clarisse Tan. La délégation chinoise, conduite par Xi Jinping, chef de construction de l'immeuble siège de l'Assemblée nationale, est venue manifester sa solidarité à l'auguste institution dans le combat contre le Covid-19 à travers un don de masques et de thermoflash. Nous voulons coopérer ensemble et vivre ensemble, espérer ensemble. Nous espérons que toutes les populations camerounaises seront avoir une bonne santé et sera heureux toujours. Le premier vice-président Hilarion Eton, qui a réceptionné le don au nom du chef de Chambre, se rendra ensuite à l'hémicycle du Palais du Peuple, où il a procédé à la remise de certificats à la première vague d'impétrants ayant pris part à un séminaire de renforcement des capacités à 2 objectifs, le réarmement déontologique et éthique et l'appropriation des fondamentaux professionnels en milieu parlementaire. Suivra au Palais des Congrès de Yaoundé la visite des structures offertes par la direction générale de l'institution permettant d'abriter dès le 10 juin prochain la deuxième session ordinaire de l'année législative en cours, une première dans l'histoire du Cameroun. Depuis 1965 que nous sommes installés en Guakelé, ce sera la première fois que l'Assemblée nationale tient ses travaux en dehors de ses locaux. Mais c'est pour une juste cause, c'est le démarrage des grands travaux de construction de notre nouvel immeuble siège. Les travaux ici sont achevés à 80% à ce jour. Nous avons eu 1 mois pour pouvoir faire l'ensemble des travaux que vous avez vus là, en termes d'aménagement et d'équipement. Nous avons un cabinet du président qui a été fait. Nous avons 2 salles de commission qui sont à notre disposition. La salle tripartite a été transformée en hémicycle. Nous avons 6 bureaux pour les vice-présidents. Le premier vice-président et le vice-président qui peuvent donc supplier le président pour la présidence des séances plénières et différents travaux. Et nous avons donc tous les bureaux des structures techniques qui participent à l'accompagnement des députés pour la réalisation du travail parlementaire. Plutôt rassurant. N'oublions pas que la négligence d'une seule personne peut nuire gravement à l'ensemble de la communauté.
Les classes sont reprises au Cameroun depuis lundi dernier. Une reprise de classe qui s'accompagne de paquets minimum à Bamenda 2. Les écoles ont reçu le nécessaire pour booster leur performance dans le cadre de la préparation au First School Living Certificate et au certificat d'études primaires. Matériel didactique et kits d'hygiène de santé leur ont été remis par le maire Peter Chenui. Augustin Guizana nous en dit plus. Dans l'arrondissement de Bamenda 2e, le bilan de la reprise des cours en présentiel dans les établissements scolaires est positif. Néanmoins, il y a quelques lacunes encore, mais tout sera comblé à travers le paquet minimum spécial reçu ce vendredi par les directeurs de 27 écoles primaires de cette municipalité. Notre problème était seulement le matériel didactique. Mais aujourd'hui, on a tout eu par le gouvernement qui a envoyé notre maire, qui nous a satisfait. Des produits pharmaceutiques, du matériel didactique et des kits d'hygiène anti-Covid-19 sont les fruits des efforts de la mairie de Bamenda 2. Tout ce que vous voyez ici, c'est au moins de 11 millions de francs. On va partager pour toutes les écoles. C'est même passé qu'on a désinfecté les écoles sous l'instruction de notre chef de l'État. La remise de paquets minimum spécial fait partie des activités du maire Peter Chenui, qui totalise 100 jours ce vendredi à la tête de la mairie de Bamenda 2e. La stratégie de riposte à travers des centres décentralisés de testing et de prise en charge, le ministre de la Santé publique, le Dr Manaouda Malachi, remobilise ses troupes. Il vient de tenir une réunion de crise avec ses lieutenants au centre des opérations d'urgence de santé publique. Plus pour en savoir davantage sur le reste de l'actualité, sur la dernière actualité surtout, nous allons retrouver Évariste Yenga qui nous attend déjà sur place au centre des opérations des urgences. Bonsoir Yenga, que doit-on retenir ce soir ? Bonsoir Atta, cela n'est pas courant, mais ce fut le cas ce soir. Le point de presse quotidien donné par le ministre de la Santé publique lui-même, c'était en marge d'une réunion d'évaluation tenue ici au centre des opérations des urgences de santé publique. Le docteur Manaouda Manachi, qui était entouré de ses collaborateurs du ministère de la Santé publique, des managers d'incidents et des responsables de section. Quelques annonces fortes de ce point de presse qu'il a donné et qui s'est achevé il y a un peu plus d'une heure. Le gouvernement vient de mettre à disposition 100 000 tests de dépistage rapide. C'est à l'effet d'augmenter la capacité de prélèvement de masse, un processus qui est en cours. Et les laboratoires sont capacités en ressources humaines et en matériel biomédical. C'est pour renforcer les capacités également de ces laboratoires qui désormais ont la possibilité d'effectuer 15 000 analyses en 10 jours. Les centres spécialisés, c'est une autre annonce, les centres spécialisés de prise en charge rentrent en fonction progressivement. Celui de Yassa à Douala est déjà opérationnel depuis le 9 juin dernier. 9 patients sont pris en charge. Celui de Orca à Yaoundé est l'un des centres spécialisés de référence et pour cela il faut achever les derniers paramètres puisqu'il est question d'y installer un centre de production d'oxygène pour ne pas qu'il y ait de la rupture. Autre annonce, c'était sur le bilan quotidien de l'épidémie. Eh bien, ce soir, 248 cas supplémentaires ont été confirmés, ce qui propulse le total provisoire à 7799 cas positifs. 127 patients ont guéri. Total pour l'instant 4702, pas de décès à signaler, seulement les cas actifs, il y en a 2800, pourquoi le ministre a insisté pour rassurer les uns et les autres, il n'y a pas lieu de s'alarmer, la riposte nationale tient la route. Ce soir, nous allons mettre la lumière sur la prise en charge psychologique sous les projecteurs du docteur Mengene Lor que nous recevons ce soir. Bonsoir docteur. Bonsoir. Cela ébranle plusieurs, être testé positif au Covid, même le regard de l'entourage et des autres change vis-à-vis du patient. Quels sont les moyens d'évitement de la stigmatisation? Voilà, de façon globale, ceux concernés par la stigmatisation, ce n'est pas uniquement les cas positifs. On a les personnels soignants également. On a même les formations sanitaires de prise en charge. On a des familles de cas
et les familles des personnes décédées. Et les moyens d'évitement, c'est quoi? C'est d'abord que les principaux concernés n'aient pas honte, ne culpabilisent pas, n'aient pas un sentiment d'infériorité ou une faible estime de soi. Ces cas doivent comprendre qu'ils ont simplement été atteints d'une maladie comme les autres. Et maintenant, l'entourage, ici, il faut savoir que la stigmatisation résulte de la mauvaise information, des mauvaises perceptions, représentations de la maladie. Donc, c'est important d'avoir la bonne information concernant la COVID, de 1, que ce n'est pas l'équivalent de la mort, et de 2, la solidarité, le soutien, c'est quelque chose de très important au cours de cette pandémie. Dites, pour les cas asymptomatiques dont la prise en charge peut se faire à distance, quel peut être l'apport de l'entourage? Voilà, il faut savoir que l'entourage, c'est le médicament le plus puissant pour les personnes asymptomatiques. Comment on explique cela? Parce qu'on a généralement 2 cas de figure. On a des personnes qui sont stigmatisées, qui sont rejetées. Et les conséquences de ces personnes, c'est quoi? Sur le plan psychologique, c'est la peur, c'est l'angoisse, c'est des états de panique qui peuvent évoluer même vers la dépression. Et sur le plan physique, vous avez des personnes comme ça qui développent la symptomatologie, mais parce qu'elles ont peur du regard de l'entourage, ne vont pas se signaler. Conséquence, propagation de l'infection et puis décès dans la communauté. À côté de ça, des personnes qui développent de plus en plus des troubles physiques, c'est-à-dire que des gastrites, des maladies cardiovasculaires qui décompensent les maladies chroniques qu'elles avaient et malheureusement qui peuvent se solder par les décès. Mais à côté de ça, on a constaté que des personnes qui étaient soutenues par leur entourage, qui étaient encadrées, avaient une évolution favorable sans traitement. Il faudrait bien qu'on lève l'équivoque sur l'entourage qui soutient le patient. Il y a la notion de distanciation. Comment cela se fait? Voilà, il faut savoir que la distanciation ne veut pas dire rejet. Justement, ce matériel de communication, WhatsApp, téléphone, doit nous permettre d'être plus proches qu'avant. Merci, docteur, d'avoir répondu à nos questions. Voilà, à Tabadine Omar, les dernières nouvelles du bilan épidémiologique de ce 6 juin 2020. Merci Évariste Iyenga. Merci également à votre invité, le docteur Laure Mengueneux, pour tous ces conseils. Nous retenons ceci, non à la stigmatisation, non également au rejet. Nous retenons également cette mise à disposition de 100 000 tests de dépistage rapide par les autorités sanitaires. De nombreuses personnes guéries du Covid-19 grâce au protocole de soins de Monseigneur Samuel Cléda. Des chiffres ont été révélés par l'archevêque métropolitain de Douala lui-même au cours d'une conférence de presse ainsi que les noms de baptême de 2 nouveaux produits miracles. Allons en savoir davantage dans ce reportage de Alvin Baonganzier de CRTV Littoral. Elixir Covid et Adzac Covid sont les noms de baptême des 2 produits élaborés par Monseigneur Samuel Cléda. Ils auraient déjà redonné le sourire à plus de 3000 personnes testées positives au Covid-19 et totalement guéries aujourd'hui. Au cours de la conférence de presse, l'archevêque de Douala a précisé que son rôle de berger rime avec la prise en charge des malades, un pan important de l'évangile. Et d'une personne à recouvrer la santé, vaincre ce qui, n'est-ce pas, blesse la dignité de l'homme, c'est cela l'évangile, c'est cela signifie annoncer l'évangile. Les 2 produits, dont les noms sont désormais protégés à l'OAPI, vont continuer à être distribués gratuitement dans 4 hôpitaux catholiques de la ville de Douala et dans 5 autres diocèses du Cameroun. Pour ce qui est du financement, le prélat semble tenir le bon bout. J'ai de l'argent en tant que pasteur, en tant qu'évêque, je dois aider les pauvres. Beaucoup de chrétiens de Douala me donnent de l'argent. Monseigneur, prenez l'argent pour les pauvres. Le souhait de Monseigneur Samuel Cléda est que toutes les personnes infectées soient immédiatement prises en charge pour vaincre définitivement la pandémie du coronavirus.
Des élites de la Léquié font front commun contre le coronavirus, une synergie de forces qui a abouti ce 5 juin à la remise d'un important don de kits anti-Covid-19 et de denrées alimentaires. La caravane de charité conduite par le ministre chargé de mission à la présidence de la République, Benoît Ndong Soumet, était ce jour à mon atelier. Les précisions avec Franck Evina. À chaque mairie, sa part de dons. L'événement célèbre un geste du cœur sur fond d'union sacrée d'un groupe d'élite de la Léquié mené par le ministre Benoît Ndong Soumet et déterminé à fournir aux populations du département les armes qu'il faut contre le coronavirus. Entre autres, 90 000 masques, 9 000 gels hydroalcooliques, 3 000 cartons de savon, des atomiseurs, des cubiténaires lave-mains, mais aussi des denrées alimentaires. Un arsenal qui tombe à pic dans les 9 communes de la Léquié. Ce don vient au bon moment où les mairies sont plus que jamais sollicitées par les directeurs d'école. 290 millions de francs CFA mobilisés pour cet acte de générosité. Les dignitaires religieux bénissent ceux qui pensent aux démunis. L'autorité administrative salue une réponse à l'élan de solidarité lancé par le chef de l'État. La tête de file des élites donateurs loue les efforts d'une union qui fait la force. Ça fait un groupe d'une trentaine de personnes qui sont venus représenter tous les autres qui ne pouvaient pas venir compte tenu des prescriptions de M. le Premier ministre et chef du gouvernement. Des actions similaires sont annoncées. En attendant, rigueur et transparence sont conseillées. Que l'utilisation qui sera faite profite au plus grand nombre. Monatélé, Evrodoula, Obala, Sa et les autres communes de la Léquié avancent ainsi, armes au poing, sur le front anti-Covid-19. À Mindif, dans le Mayokani, région de l'extrême nord, c'est un rescapé du Covid-19 qui apporte son appui aux populations de son arrondissement. Le député Haman Tioto a remis des kits d'hygiène pour lutter contre la pandémie. Des précisions avec Béatrice Waniwa de CRTV Extrême Nord. Protéger les populations de Mindif tout en répondant à l'appel du chef de l'État quant à l'implication de l'élite dans la lutte contre le Covid-19. C'est le sens donné à ces cartons de savon et kits d'hygiène par l'honorable Haman Tioto. Ce parlementaire survivant du Covid-19 a rappelé aux populations la nécessité d'observer les mesures barrières. On ne sait pas où trouver le Covid-19. Alors l'essentiel c'est de se protéger et protéger les siens. C'est une réponse à un appel du chef de l'État qui a demandé à toute la population camerounaise d'amener sa contribution dans la lutte contre la pandémie. Le maire, en recevant ce don, a salué le geste de l'élite et a promis un partage équitable. On ne peut que nous en réjouir, surtout qu'il y a eu 2 ou 3 victimes ici à Mindif. Nous allons inviter les différents chefs de village qui viendront accompagner de quelques 2 ou 3 personnes pour récupérer ces dons et aller redistribuer dans leurs localités respectives. L'honorable Haman Tioto a également saisi l'occasion pour distribuer 200 permis de conduire aux mototaximens de la localité en les invitant à plus de responsabilité et de vigilance. L'entreprise Afriland First Bank apporte sa contribution dans la lutte contre le coronavirus. Elle vient de remettre au ministère de la Santé publique du matériel d'une valeur de 132 millions de francs CFA. Plus de détails avec Ariel Olivia Moboué de CRTV Centre. Le don de matériel anti-Covid que vient d'offrir l'entreprise citoyenne Afriland First Bank au ministère de la Santé publique s'élève à un montant de 132 millions de francs CFA, constitué de 100 000 gants chirurgicaux, 40 000 cache-nez jetables, 4 000 unités de combinaisons médicales, 1000 masques N95 et 100 thermomètres à infrarouge. Ce geste s'inscrit dans le cadre des manifestations à la solidarité nationale et est salué par le secrétaire d'État en charge des épidémies et des pandémies, Ali Mayatou. Je voudrais, au nom du gouvernement, de rappeler que notre consigne que le chef de l'État nous a imposé ici, c'est de recevoir tous les Camerounais, quel que soit le niveau de la contribution, quelle que soit la qualité de la contribution. Cette contribution est indispensable et doit être accueillie au même titre. Il n'y a aucune contribution de plus, ni aucune contribution de moins. Pour vous dire combien nous apprécions votre geste. Le directeur général adjoint de Afriland First Bank, Youssouf Abouba, représentant la dite structure, n'a pas manqué de préciser le bien fondé d'un tel geste. Ce geste rentre en droite ligne des efforts que le gouvernement a
prescrits dans la lutte contre le Covid. Aujourd'hui, nous rallions ce mouvement pour cette cause nationale, pour pouvoir relever le défi de l'éradication de cette pandémie. Pour la sécurité sanitaire de sa clientèle et du personnel, d'autres actions sont menées par Afriland First Bank, notamment la gratuité des services à distance, question d'éviter des attroupements au sein de la banque. Les rampes d'escalier sont nettoyées à longueur de journée par les éboueurs. Les entrées sont équipées de tentes pour accueillir les usagers, lesquels sont reçus au fur et à mesure dans l'optique de protéger la dite clientèle, car le bien-être de ses clients reste et demeure sa priorité. Ce 5 juin est Journée mondiale de l'environnement. Le thème cette année, biodiversité, une source de préoccupation urgente et existentielle. Au Cameroun, pas de festivités. Covid-19 oblige. Mais un point de presse du ministre de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement durable, Hélé Pierre, a fait mention des menaces les plus graves et les initiatives prises par le gouvernement pour les juguler. On fait le point avec Rodrigue Bertrand-Tueno. Le Cameroun a célébré l'édition 2020 de la Journée mondiale de l'environnement, ténaillée par la nécessité d'être plus regardant sur les menaces qui pèsent sur celui-ci à travers les 475 000 km² de son territoire. Kaléidoscope de ces menaces. La première menace, c'est l'exploitation illégale de la faune et de la flore. La deuxième menace, c'est l'expansion de l'agriculture et l'infrastructure. C'est ça qui cause la destruction des vastes forêts, domaines forestiers. Donc, la troisième menace, c'est la pollution. Au cours du point de presse qu'il a donné à l'occasion de cette célébration, le chef du département ministériel en charge de l'environnement s'est appesanti sur les actions gouvernementales face à ces menaces croissantes. Il y a un programme intitulé Lutte contre le changement climatique, un programme sur la biodiversité. Nous avons un quatrième programme très important, la gestion durable de ce que nous faisons pour que nous puissions travailler, exploiter, satisfaire nos besoins présents tout en préservant les intérêts des générations futures. Cette vigilance permettra au pays de garder son 4e rang africain en ce qui concerne les ressources fauniques et floristiques. Cas pratique de préservation de l'environnement avec ces déchets médicaux et la question de leur gestion par ces temps de pandémie de coronavirus. Masques, gants et autres objets utilisés gonflent les quantités d'ordures dans les formations sanitaires de la région de l'Ouest et imposent une gestion particulière. Christelle Kémonier de CRTV Ouest. Dans les hôpitaux, la gestion des déchets médicaux répond à des exigences. Après usage du matériel de protection, le personnel de santé suit un protocole bien précis. On enlève la blouse, on remet dans le papier. Après la blouse, on enlève les gants. Après les gants, nous enlevons le chapeau. Ça, on désinfecte et on emballe. On remet ici dans le bac. Cette étape achevée, un tri est effectué. On essaie de faire une séparation entre les déchets dégradables et les déchets non dégradables. Les déchets sués d'emblée comme des seringues et consorts. Après la séparation, vient le moment de la destruction. La gestion des déchets en ce temps de Covid-19 interpelle aussi les ménages, puisque les masques à usage unique sont utilisés par ceux-ci. Si on n'a pas de sacoche pour les emballer et jeter dans la poubelle, on les brûle. La destruction de ces déchets protège l'environnement, mais réduit la contamination au coronavirus. Amener les parlementaires à maîtriser les rouages de leur activité, c'est le fil conducteur d'une session de formation à l'intention des députés et des sénateurs. La leçon inaugurale conduite par le professeur Éric Mathias Onangini était centrée sur le bicaméralisme camerounais dans un contexte d'accélération du processus de décentralisation. Séverin Alégambélé. À la veille de l'ouverture de la deuxième session ordinaire au Parlement, la coordination nationale du programme d'accompagnement d'appui à la décentralisation rassemble à l'hôtel des députés, les sénateurs et les membres de l'Assemblée nationale pour une réflexion sur le travail parlementaire. La raison est toute simple. Les parlementaires, c'est des gens qui viennent de plusieurs corps de métier.
Alors, nous voulons avoir des membres du Parlement qui sont en mesure d'assumer pleinement leurs responsabilités au sein du Parlement. Donc la session qui commence aujourd'hui est une session de renforcement des capacités. On parle ici du mandat, des actes parlementaires, du fonctionnement du Parlement en général, avec une insistance sur la participation du parlementaire à la formation politique et réglementaire. Le parlementaire, qu'il soit député ou sénateur, peut agir en faisant adopter des lois qui viendraient compléter la base normative qui existe en matière de décentralisation. Il peut aussi agir par le biais du contrôle, sa capacité à contrôler l'action publique. Il peut agir également en jouant son rôle de représentant qui lui permet effectivement d'exposer les doléances et les attentes des populations de sa circonscription. Pour les députés de la 10e législature, l'occasion est tout donnée pour se frotter à la réalité organique d'une institution qui contribue à la consolidation normative au Cameroun. La suite du journal avec cette innovation, le Cameroun dispose d'un nouveau système de gestion des informations douanières. Il s'agit d'une application de dernière génération baptisée CAM6, Cameroun Custom Information System. Le nouvel outil permettra l'accélération des procédures et l'optimisation des recettes. Le ministre des Finances a procédé au lancement officiel du nouveau système ce vendredi à Yaoundé en compagnie de l'ambassadeur de Corée au Cameroun, Philippe Roger Sama. Comme une fenêtre sur le monde, le Cameroun Custom Information System est une application de dématérialisation douanière de dernière génération qui permet en un clic d'accéder aux données concernant une marchandise à partir de n'importe quel point du globe. Baptisé CAM6, ce système fruit du partenariat public-privé est opérationnel pour le dédouanement et le suivi des marchandises, la gestion des risques et des performances, la lutte contre la corruption, entre autres. C'est un système totalement sans papier, c'est ça l'innovation technologique la plus importante. C'est un système où on peut faire des opérations douanières à distance, donc de n'importe quel point de la planète, on peut accéder au système. Il y a 3 portails, on va gagner en termes de temps de traitement des opérations douanières, sans compter le bénéfice du désengorgement des services des douanes. En présidant la cérémonie de lancement de ce nouveau système d'information, le ministre des Finances Paul Motazé et l'ambassadeur de Corée au Cameroun ont salué la mise en place de cet outil de modernisation des procédures et des pratiques douanières basé sur une technologie coréenne de renommée mondiale. Le système coréen, c'est le meilleur système du monde en termes de la lutte contre la corruption, en termes de la facilitation des opérations en douane. Donc nous pensons que l'État a fait un très bon choix. Grâce à ces 2 centres d'hébergement des données de Yaoundé et de Douala, CAM6 entend améliorer de façon significative les performances des douanes camerounaises par la réduction des délais de passage, l'optimisation des recettes et l'élimination des mauvaises pratiques. Le nouveau système informatique est donc en marche, il est opérationnel et au port autonome de Douala, par exemple, il est en expérimentation depuis le 1er avril, un dispositif qui tranche net avec le système précédent. Plus de détails avec Joseph Itoté de CRTV Littoral. Système de dédouanement électronique. CAM6 intègre l'ensemble des procédures du commerce extérieur. Les navires arrivent de manière informatique. Ils envoient les informations dans le système de la douane, le système CAM6. À la suite de ces informations qui sont enregistrées, les commissionnaires en douane agréés peuvent lever des déclarations sur la base que leurs clients ont importées. Et lorsque ces déclarations sont levées, elles atterrissent dans nos bureaux de douane de manière informatique, de manière totalement dématérialisée. Fini les contacts avec les fonctionnaires de la douane, fini également les négociations et ses corollaires. Nous pensons que CAM6 en 2020 va également nous permettre d'augmenter les recettes douanières. Pour les opérateurs économiques, le temps qui est considérablement réduit est un indicateur pour la fluidité des échanges avec un impact prévisible sur la croissance économique. Le nouveau logiciel CAM6, c'est en ligne maintenant. Même par portable, vous pouvez vérifier votre dossier, ce qui se trouve à quel niveau. C'est devenu dématérialisé complètement. On
pas en contact avec un inspecteur qui va nous liquider le dossier. C'est très rapide, vous devez scanner tous vos documents. Avec CAM6, le Cameroun se met ainsi en phase avec l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, qui exige de ses États membres qu'ils intensifient la simplification des procédures douanières à l'effet de garantir la transparence des règles commerciales. Campo et Mintom sont les deux communes sélectionnées dans le sud par le FECOM pour le programme de développement économique et social des villes secondaires exposées aux facteurs d'instabilité, un projet qui bénéficie d'un financement de l'Union européenne à hauteur d'un peu plus de 13 milliards de francs CFA. Charles Abosoloba de CRTV Sud nous en dit plus. C'est un programme qui vise à booster le développement socio-économique des villes secondaires, des zones en cours d'urbanisation, le profil typique des Mintom dans le Djailobo et Campo dans l'océan, les deux communes sélectionnées pour ce projet d'un peu plus de 13 milliards de francs CFA financés par l'Union européenne. Nous voulons exprimer notre satisfaction au FECOM et aux partenaires et donner l'assurance aux responsables du programme au niveau du FECOM et à ses partenaires que l'administration locale assistera les communes dans le cadre de leurs engagements. Le programme qui sera mis en œuvre par le FECOM pendant 6 ans vise des secteurs comme les infrastructures publiques, l'emploi, la formation professionnelle et le management des conflits. Nous allons utiliser la main-d'œuvre locale, donc ça va permettre de faire travailler des jeunes, mais également de les former pour qu'ils apprennent à mieux faire leur métier. Pour un meilleur suivi de ces projets déjà en cours, les communes sélectionnées dans le sud ont reçu chacune une moto et du matériel informatique. Ce matériel roulant va nous permettre d'atteindre les bas-fonds des populations pour que les programmes mis en pied soient suivis. Les communes de Campo et de Mintom trouvent là un appui de taille dans le vaste chantier de la décentralisation et du développement local. Le ministre Tikela Kemone, élevé à la dignité de commandeur de l'Ordre de la Valeur à titre posthume par le chef de l'État, c'est pour les bons et loyaux services rendus à la nation par ce haut commis de l'État. Les propos sont du représentant personnel du président de la République à ses obsèques officielles au gouverneur Midi Awa Bakari, ce jour à Kaélé dans l'extrême nord. Le compte rendu de Abdoulaziz Amadou. Il était un homme d'exception. L'éloge funèbre prononcé par le représentant du secrétaire général de la présidence de la République n'a pas fait l'économie des mots pour saluer les qualités humaines de l'illustre disparu et les multiples services rendus à la nation. À l'heure des adieux, nous voulons saluer avec respect et émotion ce grand homme qui nous laisse une dette d'amitié à certains, de fraternité à d'autres et de don de soi à tous. Chef de la délégation départementale permanente du comité central du RDPC pour le Mayokani, le ministre Tikela Kemone était aux yeux du secrétaire général du comité central un bel exemple de loyauté au parti et à son président national. Un homme politique dont la fidélité et le loyalisme éprouvé doivent servir d'exemple. Éducateur et enseignant, il a su inculquer à ses enfants et à ses proches des valeurs républicaines et patriotiques. Il nous a appris l'humilité, la solidarité, dont il fut une illustration légendaire. Pour sa fidélité aux institutions et à ceux qui les incarnent, Tikela Kemone a été fait commandeur de l'Ordre de la Valeur à titre posthume par le représentant personnel du président de la République à cette cérémonie. Quelqu'un qui a joué le rôle des rassembleurs. C'est pour ça que le chef de l'État a demandé qu'il soit personnellement représenté à ses obsèques. C'est dire le poids de l'homme qui nous quitte aujourd'hui. Marié et père de 7 enfants, ce grand commis de l'État, inhumé ce 5 juin, a été aussi membre du Conseil économique de la Conférence épiscopale nationale. Les condoléances du 20h30 à la famille si durement éprouvée. CRTV Sports and Entertainment aura 1 an. Demain, samedi 6 juin 2020. Durant les 12 derniers mois, vous avez eu droit au meilleur du sport et du divertissement d'ici et d'ailleurs. L'heure est à la célébration, certes, même si les manquements et les enjeux imposent de redoubler d'efforts. Évaluation du chemin parcouru en cette veille de la journée anniversaire, c'est avec Robert Badjek. C'est le premier arrêt d'une aventure qui a débuté le 6 juin 2019. Ce samedi, 1 an après, jour pour jour, CRTV Sports and Entertainment célèbre son premier anniversaire.
Loin des strass, paillettes, spectacles géants et personnalités à l'appel, cette fois c'est dans la sobriété et uniquement à la télé que les festivités se dérouleront. Coronavirus oblige. Il y aura 2 émissions en live et l'autre enregistrée. L'autre c'est un magazine qui parle, qu'on a appelé The Foundation, qui parle un peu du track record de la chaîne Sports and Entertainment. Mais pour les émissions live, il y aura première émission 10h, 8h, 10h. Et deuxième émission 14h, 15h. Une année, c'est très peu dans une vie, mais assez pour voir le bébé ramper, tomber parfois et puis vient le moment où il avance fermement ses premiers pas. Tout n'a pas été parfait, mais l'une des plus grandes fiertés est d'avoir diffusé, et c'est inédit, une bonne brochette de compétitions sportives nationales et internationales en direct et en intégralité sur une antenne dédiée exclusivement au sport et au divertissement au Cameroun. D'abord, on a réussi à mettre cette chaîne à l'antenne. C'était ça notre premier défi. La toute première fois, on a diffusé le Tour cyclisme, le Grand Prix Chantal Biya du Cameroun à l'antenne et en direct. L'heure est donc à la célébration du chemin parcouru, mais très vite, les exigences du public et l'environnement hautement concurrentiel seront là pour rappeler qu'il faut aller beaucoup plus haut, beaucoup plus loin afin de continuer à faire vibrer de passion les téléspectateurs. Avant de refermer ce journal, ce communiqué qui nous vient du ministère de la Défense. Le ministère de la Défense de la République du Cameroun communique. Le samedi 3 août 2019 à Ekona, les forces de sécurité avaient procédé à l'arrestation au cours d'une opération de sécurité sur le terrain du nommé Samuel Eboué Adjiekia, alias Samuel Ouazizim, soupçonné d'intelligence avec les terroristes et de complicité d'actes de terrorisme. Après de longues enquêtes, les éléments des forces de sécurité avaient établi que ce dernier, se disant animateur dans une chaîne de télévision locale, était en réalité un logisticien de divers groupes terroristes opérant sur les hauteurs de Mountain Lions, Boyam, plus précisément à partir des camps retranchés de Massouma et de Wonia Makumba. De même, il coordonnait les opérations logistiques des autres groupes terroristes opérant dans le département du Fako, notamment le 21 Man Scott for Life, le One for All et le Fear of Mountain, connu comme une force spéciale de frappe terroriste. Le 7 août 2019, les forces de sécurité avaient mis le surnommé à la disposition de la 21e brigade d'infanterie motorisée pour exploitation opérationnelle. À l'issue de celle-ci, il fut transféré au service central de recherche judiciaire de la gendarmerie nationale, CEDGN, le 13 août 2019 via la division de la sécurité militaire en application des procédures usuelles. À son arrivée à Yaoundé, le nommé Samuel Eboué Adjiekia présentait un état fébrile pour lequel la division de la sécurité militaire l'avait mise à la disposition de l'hôpital militaire de région numéro 1 à Yaoundé pour consultation et soins appropriés. Malheureusement, l'état de santé de ce dernier va se dégrader au fil des jours jusqu'au petit matin du samedi 17 août 2019 lorsque les médecins constatèrent son décès à 2h13. Le certificat de genre de mort délivré par cet hôpital précisait clairement que le nommé Samuel Eboué Adjeka, né le 6 juin 1984 à Moliko, y était décédé le 17 août 2019 des suites d'une sepsis sévère. Il est donc clairement décédé des suites d'une sepsis sévère et non pas d'un quelconque acte de torture ou sévices corporels. Il convient de signaler que ce dernier était resté en contact étroit avec sa famille de Boya à Yaoundé et que même dans son lit de malade à l'hôpital militaire de région numéro 1, il avait régulièrement échangé avec plusieurs de ses proches. Une fois son décès constaté, sa dépouille a été déposée le même jour à la morgue de l'hôpital militaire de région numéro 1, sise au centre de formation technique des armées, quartier Ekounou, arrondissement de Yaoundé 4e, et la famille aussitôt informée. Nous sommes au regret de constater que celle-ci n'a depuis lors engagé aucune diligence pour les obsèques. 10 mois plus tard, certains médias et organisations non gouvernementales nationales et internationales, de lignes éditoriales et d'obédience bien connues, s'offusquent en cœur d'une pseudo-disparition qui n'en est pas une à la vérité. Ils vont jusqu'à établir un prétendu parallèle avec les convulsions
sécuritaire actuelle dans certains pays outre-Atlantique. Ce nouvel épisode de diabolisation de nos forces de défense et de sécurité semble clairement s'inscrire dans une logique programmée pour les démoraliser, voire les démobiliser dans la conduite de leur mission de défense de l'intégrité territoriale du pays et de protection des personnes et de leurs biens. Communiqué qui nous vient du ministère de la Défense. Voilà qui met donc un terme au 20h30, journal préparé avec la collaboration de Sadou Mamoudou, de Caroline Ouetté et de Mirabel Tala. Prochain rendez-vous avec l'information, ce sera à minuit. Vous serez en compagnie de Gilbert Onguené et de Georges Marcel Messila. Madame, Monsieur, votre fidélité nous honore. Bonne soirée à tous. Il est essentiel que les mesures qui ont été indiquées soient absolument respectées par chacun de nous. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique. Restez à au moins 1 mètre de distance des autres personnes, surtout si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre. Si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer, consultez un médecin. CRTV News, ici, toute l'info.